Merci beaucoup. Madame la ministre, mesdames, messieurs, très heureux d'intervenir devant vous et vous permettrez à un professeur de philosophie de commencer par une remarque à caractère philosophique à propos de la question de l'autorité. Comment se fait-il, par quelle confusion de pensée, en étant arrivé à confondre l'autorité avec la violence, avec la force? Comment a-t-on pu s'imaginer qu'elle pouvait être compatible avec une certaine forme d'humiliation? Que s'est-il donc passé? On a quand même un texte ancien, il a plus de 60 ans, presque 70, un texte d'Hannah Arendt, dans lequel la philosophe opposait précisément l'autorité à la force, pour une raison d'ailleurs qui est très simple. Si l'autorité est là, la force n'a pas besoin d'être là. La force intervient lorsque l'autorité n'a pas eu d'effet. Ou bien la force est là et l'autorité n'y est pas, ou bien l'autorité est là et la force n'y est pas davantage. Donc l'autorité et la force s'opposent totalement. L'autorité peut être parfaitement courtoise, je dirais même qu'elle doit être très courtoise. Elle n'a aucunement besoin d'être blessante, humiliante, vexatoire. Mais dans ce même texte, Hannah Arendt montrait que l'autorité s'opposait certes à la force, mais qu'elle s'opposait aussi à la négociation, à la discussion, à la persuasion. L'autorité peut être très courtoise, mais elle est sans appel, sans discussion. Au fond, la forme la plus courante d'autorité que nous rencontrons tous les jours, quasiment, ça reste le feu rouge. Le feu rouge, il n'est pas brutal, il n'est pas violent, il n'est pas humiliant, il est juste rouge. Mais il est sans appel. Il est sans discussion. Voilà l'autorité. L'alliance entre la plus parfaite des courtoisies et la plus ferme des déterminations. Voilà l'autorité telle qu'elle devrait s'incarner à l'école. Sans brutalité, sans force, sans violence. L'acte éducatif exclut toute violence. Et sans appel, sans discussion, sans palabres interminables, l'acte éducatif n'est pas négociable. Or, qu'a-t-on fait ces dernières années? N'a-t-on pas laissé penser qu'à l'école, tout était négociable? On a voulu mettre l'élève au centre. Et on sait bien, lorsque le centre est partout, la circonférence n'est plus nulle part. Et dans le cas de l'école, c'est le désordre qui est partout, et l'autorité nulle part. J'utilise à dessein le terme de désordre. Il existe à l'école un certain nombre de désordres qui sont préjudiciables aux enseignements et qui sont source de profondes inégalités. PISA 2022 nous apprend que près d'un lycéen sur deux considère qu'il y a trop de bruit dans sa classe et que les élèves n'entendent pas ce que dit le professeur. PISA 2018 disait déjà la même chose. Ces chiffres commencent à être anciens. Dans combien de classes s'avère-t-il difficile, très difficile, voire peut-être impossible d'enseigner tant le désordre qui y règne est important? De combien d'échecs scolaires le chahut, appelons les choses par leur nom, de combien d'échecs scolaires le chahut est-il responsable? On entend souvent déplorer que l'école ne parvienne pas à réduire les inégalités sociales. Mais ne devrait-elle pas, en priorité, se charger de réduire les inégalités dont elle est elle-même responsable, c'est-à-dire de permettre à chaque élève d'étudier en paix? Parce que, entre deux scolarités, l'une se déroulant dans la paix, on entend ce que dit le professeur, et l'autre qui se déroule dans le chahut, ce sont au bout du compte de très profondes inégalités qui se creusent. Et elles frapperont qui? Elles frapperont évidemment les élèves les plus fragiles, elles frapperont évidemment les élèves qui ne trouveront pas hors de l'école les moyens, le secours, le soutien dont ils auraient besoin. Il faut renouer avec l'autorité à l'école pour permettre aux élèves d'étudier en paix, mais aussi pour permettre aux professeurs d'enseigner en paix. C'est une enquête de l'Autonome de solidarité, qui date elle aussi de 2022, qui nous apprend que 40%
des professeurs reconnaissent avoir été insultés, principalement par leurs élèves. Et là encore, les chiffres sont anciens, puisqu'une enquête de 2013 disait exactement la même chose. Combien de professeurs sont-ils contraints d'exercer leur métier sous les moqueries, les colibés, les insultes de leurs élèves? Combien de vies professionnelles le chahut a-t-il brisé? J'ajoute au passage que l'insulte d'un élève en direction d'un professeur ruine totalement l'acte éducatif. Alors, au Centre Rhésis, que j'anime avec Marie Cartier, nous avons un principe. Chaque fois que nous mettons en lumière un dysfonctionnement, nous nous efforçons de mettre en place un dispositif de traitement. Aussi avons-nous fait ces dernières années, vous l'avez mentionné, un certain nombre de propositions, et je voudrais m'arrêter sur trois d'entre elles. Les deux premières peuvent être appliquées immédiatement, sans grande modification. La troisième nécessiterait peut-être quelques modifications statutaires. Notre première proposition se rapporte aux situations d'incivilité, d'insulte, d'agression. Dans la plupart des administrations ou des entreprises qui sont en contact avec le public, les professionnels sont dotés de consignes, de formations, de protocoles qui leur permettent de savoir comment réagir en cas d'incivilité, d'insulte, de menace, d'agression. Qu'en est-il au sein de l'éducation nationale? Au cours de leur formation, les enseignants ont-ils simulé une classe bavarde, chahuteuse? A-t-on simulé une situation d'insulte, de menace, d'agression survenant en classe? A-t-on simulé la rencontre avec un parent d'élève véhément, voire très véhément? A-t-on communiqué aux professionnels un protocole pour agir face à une classe agitée, chahuteuse? Comment réagir face à des interlocuteurs agressifs ou véhéments? Poser toutes ces questions revient à y répondre. Tout se passe comme si aucune situation à risque ne devait se produire dans un établissement scolaire. Mais il y a pire. Si d'aventure un désordre survient en plein cours, il n'est pas rare que le professeur soit tenu lui-même pour responsable de la violence qu'il subit. Mais quoi? Il ne sait pas tenir sa classe? Nous avons au Centre Rhésis élaboré des protocoles. Le premier vise précisément à aider les professionnels pour faire face aux situations d'insulte, d'insolence, etc. Que faire en amont? N'y a-t-il pas un certain nombre de précautions qui sont nécessaires pour éviter que l'incident ne survienne? C'est dans la communication vis-à-vis des élèves. Que faire sur le moment de l'incident? Comment réagir? Quelles erreurs éviter? Que faire à la suite de l'incident? Nous avons également conçu un protocole pour faire face aux classes difficiles, bavardes, chahuteuses. Ces protocoles, nous les avons élaborés avec les professionnels, nous les avons testés dans des établissements avec un certain succès. Voilà ma première proposition. Dotons les professionnels, comme tous les professionnels d'autres métiers, de protocoles pour faire face aux difficultés de la vie d'aujourd'hui, qui est, on le sait bien, nous sommes dans une société qui est de plus en plus incivile. La seconde proposition se rapporte à la réforme des sanctions. Je suis très heureux que M. Gabriel Attal y ait fait mention tout à l'heure. Dans le domaine des sanctions, là aussi, le désordre règne. Dans le premier degré, quasiment aucun texte pour permettre aux élèves de faire face aux situations d'indiscipline. Dans le second degré, deux systèmes de pénalité coexistent. Les punitions et les sanctions, sans qu'on sache exactement lesquelles relèvent du premier et lesquelles relèvent du second. Aucune liste des infractions n'est définie. Aucun barème des pénalités n'est établi. Ainsi donc, collégiens et lycéens sont placés dans l'ignorance des infractions qui pourraient leur être reprochées, comme des pénalités qu'ils risqueraient d'encourir. Quant au chef d'établissement, il décide seul de l'opportunité de sanctionner et de la nature de la sanction. On ne saurait concevoir de système plus arbitraire et moins conforme à une éducation civique et juridique.
Alors, nous avons, au Centre Résist, élaboré un projet de réforme des sanctions. Et nous l'avons communiqué, Madame Jeunetet, lorsque vous étiez ministre, et nous l'avons transmis aux ministres qui vous ont succédé. Et ce projet de réforme, il serait tout simple. Il viserait d'abord à combler les manques actuels, élaboration précise d'une liste des infractions. Et d'ailleurs, cette élaboration d'une liste des infractions, on peut très facilement la faire. J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises avec les élèves eux-mêmes. Ils savent très bien ce qui ne doit pas se faire au sein d'un établissement. Élaboration d'un barème indicatif, on peut quand même arriver à classer les infractions en 3 catégories. Il y a celles qui sont très graves, évidemment, toutes celles qui touchent aux personnes. Il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins, d'autres encore un petit peu moins. On peut très facilement donc établir, non pas, on ne peut pas arriver à une automaticité de la peine, évidemment, ce ne serait pas conforme au droit, mais au moins qu'il y ait des indications. Enfin, tout de même, j'ai eu l'occasion récemment, dans la dernière année, d'observer 2 situations dans lesquelles un professeur était insulté par un élève. Ça s'est soldé, savez-vous par quoi? Par une lettre d'excuse. Ce qui est le moins qu'on puisse dire, même pas une sanction. Tout plus une demande de réparation. Mais il conviendrait aussi de réfléchir au prononcé de la sanction. C'est un exercice très délicat, qui doit être fait avec sérieux, avec solennité, sans pour autant blesser, ni humilier, en veillant à distinguer très précisément l'infraction commise, qui est répréhensible, et la personne qui l'a commise, qui elle reste toujours digne de respect. Prononcer une sanction, c'est assurément incarner une autorité qui, dans un établissement scolaire, sait se charger de cet exercice délicat, qui a été formé pour le faire. Est-ce toujours et encore au chef d'établissement de faire ce travail? Nous avons réfléchi à quelques dispositifs. Nous les avons testés, là encore, dans les établissements, parce que Centre Résist, on a aussi un autre principe, c'est que ça marche, on continue, ça ne marche pas, on abandonne. Et nous aurons plaisir à en débattre avec tous ceux qui le souhaitent. Voilà donc ma seconde proposition, réformer les sanctions, en élaborant une liste des infractions, en établissant un barème indicatif des pénalités, et puis en réfléchissant aux conditions dans lesquelles la sanction peut être prononcée. Ma troisième proposition ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, je ne sais pas. Mais moi je me demande quand même, est-ce qu'on peut redonner aux enseignants de l'autorité en continuant à les traiter aussi mal? Et je ne parlerai même pas ici de leur salaire, sur lequel par ailleurs j'aurais beaucoup à dire. Je veux parler de l'organisation des établissements scolaires. Un établissement, c'est souvent près d'une centaine de personnels, ce sont en comptant les élèves et les parents, des centaines, voire des milliers d'usagers. Imagineriez-vous une entreprise composée d'une centaine de personnels et concernant 1 millier d'usagers, mais qui serait gérée par un directeur, un adjoint et un responsable financier, sans aucune ligne d'encadrement? Imagine-t-on les professionnels recrutés sans que la direction ait été consultée et sans qu'elle ait examiné si leur profil convenait aux besoins du poste? Imagine-t-on des personnels recrutés sans avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles ils allaient travailler, ni des habitudes et de la culture d'entreprise? On reconnaîtra sans peine qu'une telle organisation ne saurait être efficace. On pourrait même se demander si elle est simplement viable. C'est pourtant le mode actuel des établissements scolaires, c'est le mode de fonctionnement des établissements scolaires, ainsi que des conditions de recrutement et d'affectation des professionnels de l'éducation. L'actuel mode de gouvernance des établissements place les personnels de direction dans une situation proche de l'épuisement professionnel. Ils doivent être constamment présents pour répondre aux attentes, aux exigences, à la fois des autorités de tutelle, des personnels, des élèves, des parents, contraints de faire face seuls à toutes les difficultés et conflits qui peuvent surgir quotidiennement dans un établissement. Les enseignants ne sont pas associés à la gestion de l'établissement, ils sont même souvent placés dans une situation totalement infantilisante. Il suffit d'avoir assisté une fois
à une réunion de pré-rentrée pour se rendre compte de l'état de déresponsabilisation dans lequel les enseignants sont maintenus. Si vous voulez, je vous préciserai tout à l'heure. Comment des professionnels, épuisés pour les uns, infantilisés pour les autres, seraient-ils à même d'incarner une quelconque forme d'autorité? Quant aux conditions actuelles de recrutement et d'affectation des enseignants, elles contraignent tous les professionnels du système éducatif à travailler dans des conditions qu'ils n'ont aucunement choisies. Personne n'y trouve son compte. Tout le monde est mécontent, mais personne n'ose élever la moindre critique à l'égard d'un système aussi absurde qu'inefficace. Et nous avons là aussi fait quelques suggestions visant à renforcer les équipes de direction et en y associant très largement les enseignants. Mais aussi des propositions, osons le dire, visant à modifier les modes de recrutement et d'affectation des professeurs. Rendre de l'autorité aux enseignants suppose qu'on les recrute et qu'on les affecte dans des conditions dignes de professionnels qualifiés. Pourquoi ces questions demeureraient-elles taboues? Est-ce qu'il est impossible de les examiner sérieusement? Alors, renouer avec l'autorité au sein des établissements scolaires, c'est assurément une priorité absolue pour tout citoyen soucieux de l'avenir des jeunes gens. Mais, on l'a dit, et répétons-le, l'autorité, ça n'est pas l'autoritarisme. Renouer avec elle ne signifie nullement revenir à on ne sait quel ordre ancien. L'école n'a pas besoin du retour du surveillant général ou de celui des blouses grises, des rodomontades et des coups de menton propres à flatter le pognon, pas plus que d'une judiciarisation systématique de toutes les pratiques scolaires. Et l'école n'a pas besoin non plus de grandes réformes descendant, sinon du ciel, du moins du ministère, et imposées au personnel. L'école n'a-t-elle pas prioritairement besoin qu'on libère localement les énergies et les talents? Pourquoi ne pas oser l'expérience de quelques établissements qui pourraient être pilotes au départ, dans lesquels les professionnels seraient recrutés sur la base de l'adhésion à un projet, dans lesquels les professionnels seraient associés à la gestion de l'établissement, un établissement où toutes les situations de chahut, de brimade, d'incivilité, d'insultes seraient toutes systématiquement traitées, où les professionnels disposeraient de recommandations, de protocoles pour faire face aux situations difficiles, où le système des sanctions serait réformé dans le sens de plus d'efficacité et de justice. Pourquoi ne pas tenter l'expérience? Pourquoi ne pas oser l'expérience d'établissements dans lesquels serait garanti le droit fondamental de tout élève d'étudier au pays? Je vous remercie.